Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler d'Inventeur des Tigres du Sud, un jeu de Shem Phillips et de S.J. McDonald, qui est édité par Garfield Games en VO et par Pixie Games en VF. C'est le troisième opus de la série des Tigres du Sud, le dernier avant que l'on ne passe sur une boîte récapitulative qui rassemblera les trois. Habituellement, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans chaque partie qu'on a déjà eu pour l'instant, que ce soit le nord, que ce soit l'ouest et maintenant le sud. Donc on s'attend à la même chose dans ce niveau-là. On se retrouve donc dans le même monde des minarets qu'on retrouve ici et on va pouvoir continuer à se développer dans cet espace-là. On a toujours un calife qui cherche toujours à rassembler des informations, rassembler du savoir pour progresser, et on a toujours évidemment des dés, vu qu'on a toujours des dés dans ces opus-ci. Donc qu'est-ce qu'on a sur le plateau ici? On a un plateau central pour tous les joueurs où on retrouve des minarets qui vont servir à faire des majorités, des actions qui se trouvent en dessous qui vont être utilisées par nos ouvriers qui se trouvent ici, et ce sont des endroits avec une seule place ou plusieurs places sur le côté. On a la mer ici et on a un bateau qui va faire du cabotage pour aller récupérer des ateliers qui se trouvent ici et améliorer notre savoir en faisant des recherches, en récupérant des informations à travers le monde. On va avoir ici une piste de royalties qui va permettre d'augmenter nos ressources à chaque début de manche. On a des pistes ici pour les fins de manche où on va placer nos tentes qui vont définir des actions de fin de manche et progresser. Mais le cœur du jeu d'inventeur, ce sont les inventions. Le bateau va aller chercher des informations pour inventer. Et les inventions, ça va se passer plutôt ici. Et les inventions, cela se passe en 4 étapes. On va d'abord avoir des endroits pour travailler, donc des petits laboratoires, qui sont pour l'instant vides, mais sur lesquels on va avoir une idée qu'on va pouvoir placer, qui va être notre idée principale. Cette idée principale, elle va être fabriquée par quelqu'un, et on va avoir tout mon plateau qui va se déplacer ici avec un propriétaire de la fabrication. Cette fabrication ensuite va pouvoir être édité, publié, transféré à l'ensemble du monde, et alors on va la placer par ici et on va avoir un propriétaire de la publication. On va pouvoir tester ces idées-là en plaçant des dés supplémentaires, et ce sont ces dés-là qui vont faire avancer notre bateau sur le jeu. Voilà, ça c'est l'idée globale de ce qu'on va faire au niveau des inventions. On a un plateau de jeu. Sur ce plateau de jeu, on va avoir ici une tour principale où on a des artisans. Des artisans qui sont soit fatigués parce qu'ils ont travaillé et ils sont face retournée. Alors ça se voit peut-être pas super bien parce que le contraste n'est pas exceptionnel. Par exemple pour celui-ci, on voit pas très bien s'il est retourné ou s'il est activé, mais en tout cas ils ont donc deux faces. On le voit peut-être mieux avec le noir et le rouge, où ils sont disponibles pour faire des actions. C'est quand ils ont leur face visible et ils vont progresser dans cette tour. C'est une tour que quand on va monter ainsi, on va retirer la dernière tuile, on va la remettre au-dessus, on va faire glisser dans une sorte de vis sans fin où on va pouvoir monter vers le haut. On va avoir un atelier ici. Dans cet atelier, on va placer des tuiles qu'on a récupérées lors de nos voyages, et ces tuiles, on va les activer en mettant des dés et en activant la ligne. On a des dromadaires qui vont nous permettre de faire des actions, qui sont les 4 actions que je vous ai expliquées de progression des inventions, et on a une zone ici où on va avoir nos fameux dés qu'on va utiliser. Alors, ce qui est spécial avec les dés, c'est qu'on ne va utiliser que les dés qui sont dans cette partie ici. En fait, il y a 3 zones que sont la pénombre, le soleil et le plein soleil. On va parler de près, de déterminer, d'inspirer, mais globalement c'est ça, c'est la lumière. Et il n'y a que les dés qui sont dans cette zone-ci qui sont utilisables. Les dés qui sont en dessous sont non utilisables, ils ne sont d'ailleurs pas encore lancés, ils sont juste stockés. Et les dés qui sont ici sont aussi non utilisables, ils sont dans une étude et ils vont pouvoir progresser là-dedans. Donc dans le jeu, quand on utilisera des dés, ce sera les dés qui se trouvent ici, sauf s'il s'agit de faire progresser des dés, ceux-ci qui vont aller par là, ceux-là qui vont aller par là ou par là, et donc on va avoir une progression au niveau de nos dés. Mais les dés utilisés dans le jeu sont d'abord ceux-ci. Voilà, ça c'est pour brosser large les différents endroits du plateau. Maintenant on va rentrer dans tous les détails qui vont avec. Alors commençons par le début des règles. Inventeur, ça se joue en 4 manches. Les 4 manches sont définies par les 4 tentes ici. À chaque fin de manche, on va donc placer une tente et on arrêtera quand le dernier joueur aura placé sa dernière tente. Dans chaque manche, la première chose à faire, ça va être de récolter nos ressources, notre production. Sauf à la première, vu qu'à la première, on commence déjà avec quelque chose. On commence avec 2 ou 3 pièces selon l'ordre du tour dans lequel on est. Ici, c'est pour le premier joueur, ce sera 2 pièces. Et on commence avec 2 cartes. 2 cartes ici qui sont des futures inventions, des idées qu'on va mettre là-bas. Selon les joueurs, on aura plus d'argent, plus de cartes ou plus des 2. Et donc, hormis la première manche, on va avoir une phase de production. Cette phase de production va être définie par notre position dans les royalties. Ici, par exemple, on va être dans cette position-ci, on va récolter ceci. Et ce qui va être placé comme dernière tuile de notre tour. La dernière tuile de notre tour, on a ici le petit symbole qui est le même que là-bas, qui est le lever du soleil. Et ici, on va voir qu'on va toucher une pièce. Là, on va toucher une pièce et on va avoir une
progression. La progression, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'éclaircissement en français. Ça va être de bouger justement nos dés dans ces zones-ci vers la lumière qui se trouve ici tout au-dessus. Progresser un dé vers la lumière, ça veut dire quoi? Eh bien, soit je vais déplacer un dé vers ceci, faire un plus 1, un qui serait ici fera encore un plus 1, il irait là-bas, facile. Ou alors je vais prendre un dé qui se trouve dans le noir, il va rentrer dans la zone éclairée, va donc devenir disponible. Dès que je fais une progression d'un dé qui va rentrer dans la zone disponible, que ce soit n'importe laquelle des cases qui se trouve là-dessus, je vais toujours le prendre et je vais alors le lancer pour voir la valeur que je fais quand je monte un niveau plus haut. Je peux aussi avoir un dé ici qui progresse. S'il progresse, il va à l'étage au-dessus de l'étude si j'ai envie. Vous voyez que j'ai des flèches vers le haut. Auquel cas, je respecte le code couleur. Donc le bleu va aller ici et puis après il va aller là-bas et ils vont faire les actions associées, qu'importe pour l'instant. Ou alors, il va rentrer dans le jeu et alors, comme chaque fois que je rentre dans le jeu, je lance le dé et je le place pour rentrer dans ma zone disponible. C'est pas plus compliqué que ça, donc on va progresser par ici, on va progresser par là. Dès qu'on rentre dans une zone où on peut utiliser les dés pour aller faire autre chose, on lance tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans les débuts de manche, hormis la première. Ensuite, on va commencer à jouer. Et quand on va jouer, chacun va faire une action à son tour, et puis après ça va revenir à l'un, à l'autre, jusqu'à ce que tout le monde ait mis une tente. Il faut savoir que quand on va mettre sa tente, ce n'est pas la fin du jeu, on peut encore faire des micro-actions où on va continuer à jouer jusqu'à ce que le dernier joueur ait placé sa tente. Alors commençons par les bases, c'est aller faire des inventions, c'est quand même ça qui est le principal dans le jeu. Je vais prendre des dés qui se trouvent ici pour aller les placer sur mes dromadaires pour faire les inventions. C'est ici que je vais décider quel type d'action je vais faire pour inventer. Je peux prendre un dé, je peux prendre 2 dés, mais en tout cas si j'ai utilisé un dé pour le placer ici pour faire une action et qu'il reste une case vide, je ne pourrai pas plus tard prendre un autre dé pour aller le placer pour refaire une action dromadaire et faire une zone d'invention. Que j'utilise un ou plusieurs dés, dans tous les cas, la zone est complète. Si j'utilise des dés qui se trouvent plus haut, si j'utilise un dé qui se trouve ici, quand il sort, comme indiqué là, je peux lui faire plus 1. Je ne suis pas obligé, je peux m'arrêter à ça parce que parfois on va avoir besoin d'une valeur stricte, mais je peux lui faire plus 1 quand je vais sortir mon dé. Quand je suis tout au-dessus, je peux alors faire jusqu'à plus 5, donc je peux avoir un 6 si j'ai envie, qu'importe la valeur. Je dois avoir une valeur physique, donc je dois bien bouger mon dé. Mon 3 ne devient pas un 8, ça devient maximum un 6, comme ici mon plus 1 c'est aussi une valeur physique. Et donc je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à une valeur entre 3 et 6 selon mon besoin. Il faut savoir que lorsque je fais des éclaircissements et que je vais passer d'ici à là, avec un dé coloré, je vais gagner alors un petit bonus qui est un bonus d'influence dans la guilde de la couleur associée. Ici c'est un noir, je placerai alors une influence dans la zone noire si j'avais fait une progression de mon dé vers ici. Ce qui veut dire aussi que progresser mes dés, les petits c'est intéressant de les faire monter parce qu'ainsi vous avez accès à tous les chiffres jusqu'à 6, tandis que les plus grands, ils sont déjà au maximum quand ils sont en dessous. Ce qui veut bien sûr dire que parfois c'est plus intéressant de faire des gros ici parce qu'on peut les utiliser directement sans devoir les faire progresser pour aller faire des gros chiffres. Donc je vais placer un ou plusieurs dés ici pour aller faire les actions. Et les actions c'est quoi? Ce sont toutes les actions ici, c'est cette fameuse action de progresser d'un vers l'autre. Et je vais vous expliquer toutes les actions possibles. La première action possible, ça va être donc d'inventer quelque chose ici. Pour inventer, j'ai besoin d'une zone qui est vide, j'ai besoin de mes cartes, et mes cartes, elles vont pouvoir être placées là-bas. Dès qu'on va faire les actions avec les dromadaires, et non pas les chameaux, on va toujours regarder les informations de la même manière. C'est-à-dire qu'en haut à droite, vous allez avoir le prix, la valeur qu'il faut faire avec les dés. Donc 11 plus, 5 plus, 4 plus, et éventuellement un autre prix à payer qui ici est un prix en carte. Ce sera toujours valable ici, il y a chaque fois une valeur, il y a quelque chose à payer, il y aura toujours quelque chose à payer, qu'importe l'endroit, c'est toujours en haut à droite. Ce que l'on va gagner, ça va être toujours ce qui se trouve en bas à gauche. On va gagner le petit symbole qui se trouve ici à gauche. Et puis pour le reste, ça va dépendre des actions, mais globalement, la physionomie d'une carte ici, c'est toujours la même manière. Donc, quand je vais inventer, je vais regarder ce qui se trouve ici au-dessus. Je dois faire 11 plus avec mes dés. Là, j'ai fait 9, donc ça n'allait pas vraiment. Il m'aurait fallu bien plus. Là, je dois faire 5 plus. Donc là, c'était suffisant, même avec un 6, je ne vais pas aller placer mon 3. Et là-bas, c'est un 4 plus. J'ai encore plus facile avec d'autres types de dés. Sauf qu'ici, il y a un coût supplémentaire qui est de défausser 2 cartes. Je n'ai que 2 cartes en main. Je vais devoir en placer une ici, donc je ne sais pas défausser 2 cartes. Autrement dit, dans mon exemple ici, c'était très mauvais vu que je n'avais pas les bonnes valeurs. Et imaginons que j'avais au moins un 5, j'aurais pu alors jouer ici pour aller placer quelque chose. Donc c'est la première chose que je dois regarder, c'est quelle est la valeur et quelles sont les cartes que je vais devoir défausser au début du jeu. On est souvent un petit peu court pour tout ceci. Alors ensuite, je vais placer une carte ici et quand je vais la placer, il y a 2 symboles qui doivent matcher. J'ai ici un symbole
qui vont être les minarets donc, qui se trouvent là-bas au-dessus. Et j'ai le même symbole qui se trouve déjà indiqué sur la tuile. Et si j'arrive à matcher les deux symboles, donc si les deux arrivent à tenir ensemble, ce qui est le cas ici où j'ai orange, 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 eh bien je vais gagner des influences. Dans mes deux cartes qui se trouvent ici, j'en ai aucune qui me permettrait d'aller gagner ces fameuses influences. Donc je suis pas embêté, je peux le faire, je vais juste pas avoir les bonus. Si je décide, ok, je vais pas avoir les bonus, je peux me placer ici, j'aurai aucun bonus. Si j'avais réussi à le placer ailleurs, par exemple là-bas, mais ça m'aurait coûté 2 cartes que je n'avais pas en main, eh bien j'aurais pu avoir une influence dans le minaret orange et une dans le minaret noir. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi vu qu'il y a une gestion de majorité et qu'en plus elles vont me servir comme monnaie pour payer quelque chose. Mais j'ai joué 11, j'assume, je ne gagnerai pas d'influence, je me place là-bas. Première chose, je me place là-bas. Deuxième chose, je vais gagner ce qui se trouve ici en bas à gauche. C'est toujours la même chose. Je gagne ici quelque chose, j'avance de 1, je progresse dans les royalties, ce qui va me permettre de gagner une avancée sur un de mes petits bonhommes ouvriers. Je vais l'avancer comme ça. Et donc c'est un ouvrier qui va monter dans la tour. Le symbole de l'ouvrier, la flèche vers le haut, il monte dans la tour. Il ne change pas son état. S'il était fatigué, il reste fatigué, seulement il progresse. Et enfin, je vais utiliser une de mes tuiles ici, que je vais aller placer là-bas en dessous pour redéfinir le bonus. Alors, cette tuile-ci, je la prends, je la place. On sait que c'est à moi parce qu'il y a le petit symbole, ce sera important vu que je vais gagner quelque chose au fur et à mesure du jeu et puis il y aura des comptes associés à ça. Et surtout, je libère la zone qui se trouve là. Cette zone-ci, elle sert à quoi? Eh bien, quand j'ai placé 2 trucs ici verticalement, je vais gagner le bonus 3 éclaircissements de dés. Et donc, c'est intéressant de travailler comme ceci. Mais si j'enlève à l'horizontale, là-bas, je vais gagner 3 points de victoire à la fin du jeu. Donc, je vais pouvoir, plus je vais en retirer, gagner des points de victoire. Il n'est pas rare de gagner 6 points de victoire là-dessus. 3 et 3, peut-être plus d'énergie pour en mettre beaucoup plus, pour arriver à faire les 12 points de victoire là-dessus. Mais pourquoi pas, c'est une voie de jeu. Ces actions sont bien résumées ici, où je vois que je vais gagner ce qui se trouve au milieu. Je vais placer une plaquette là-bas, je vais placer ma carte dessus et je vais payer ce qui se trouve en haut à droite. En complément, je vois que si j'ai utilisé un dé orange parmi le ou les dés que j'ai utilisé là-bas, je vais alors pouvoir piocher directement une carte qui rentre dans ma main. Ce sera toujours le même icône. La carte avec un plus, c'est je gagne la carte. La carte avec une croix, c'est je perds la carte. Je dois payer cette carte-là. Voilà, ça ce sont les actions que je vais faire en inventant. Deuxième type d'action possible, ça va être de fabriquer. On va partir de quelque chose qui se trouve ici et on va aller là-bas. Alors, une chose importante, c'est que dans cette colonne-ci, comme dans cette colonne-là, il y a au maximum 4 espaces de travail que l'on va pouvoir placer. Quand c'est plein, je ne peux plus rentrer quelque chose. Donc si ici, il y avait 4 zones, je ne pourrais pas faire l'action de fabriquer qui va amener quelque chose ici vers là. Il aurait d'abord fallu faire une édition pour enlever d'ici, pour aller le mettre là-bas. Là-bas, il n'y a pas de limite, on en met autant qu'on veut. Donc fabriquer, il faut qu'il y ait de l'espace disponible et je vais aller regarder ce que je vais devoir payer. Ce que je vais devoir payer, c'est toujours en haut à droite, ça ne change pas. Il faut 8 ou plus et il faut payer des artisans pour aller faire l'action. 8 ou plus, ok, j'avais 11 dans mon exemple ici. Payer les artisans, eh bien, je vais payer les artisans, ils doivent être disponibles. Je dois avoir un carreleur, un tisserand et un fabricant de bougies. J'ai le tisserand, le carreleur il est ici et le fabricant de bougies il est là-bas. Alors s'ils sont fatigués, je ne peux pas les utiliser, je peux peut-être aller voir une autre zone. J'aurais pu regarder ici, il y a besoin du noir, du bleu et de l'orange, je suis dans le même problème. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je dois faire des actions qui vont les réveiller, simplement. Et on a une série d'actions qui vont voir qu'on va pouvoir réveiller ces personnages. Dont, entre autres, les cartes qu'on a en main. Et les cartes qu'on a en main, elles ont 2 possibilités d'action. On va avoir soit des cartes qui permettent de progresser ici dans mes dés, donc de les éclaircir, soit qui permettent de retourner des types d'artisans. Et donc ici, c'est le couturier. J'aurais pu, s'il était fatigué, le retourner, le récupérer. J'ai toujours un +1 qui augmente la valeur faciale d'un de mes dés qui est déjà dans cette zone-ci, vu qu'ici, ils n'ont pas de valeur, vu qu'on ne les a pas encore lancés, et là-bas non plus. Donc systématiquement, je peux défausser une carte, je peux en défausser plusieurs dans mon tour, et ces cartes-là me permettent de progresser mes dés ou de réveiller mes artisans. Bon, ce qui est embêtant ici, c'est que j'ai toujours pas le bon artisan qui est réveillé. Mais vous avez l'information. Imaginons que j'ai mes 2 artisans qui sont réveillés, on les a retournés, donc l'action avec une petite flèche permet de retourner l'artisan, et je vais pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que je vais devoir payer? Donc j'ai bien mon 8+, j'ai mes 3 artisans qui sont disponibles, et bien après, on va les utiliser et on va les payer pour leur travail. Dès qu'on va utiliser un artisan pour son travail, on va toujours le payer. Et ça, c'est chaque fois qu'on a le symbole de l'artisan
avec l'artisan spécifique, ou ici le symbole d'un des artisans sans valeur, toutes les couleurs sont présentes. Chaque fois, ce symbole-ci comme ce symbole-là, il faudra payer l'artisan pour faire l'action. Payer l'artisan, ça coûte quoi? Eh bien, ça coûte l'argent qui est indiqué à sa gauche. À gauche, selon l'étage sur lequel il est, on va payer. Ici, c'est 1, 1, puis là, c'est 2, 2, 2, puis ce sera 3, on va monter à 4 et à 5 tout au-dessus. Donc, je dois payer mes artisans pour les utiliser. Je dois payer 1, 2, 3 pour utiliser ces 3 artisans-ci. J'ai 2 pièces. Mais comment est-ce que je peux faire des pièces supplémentaires? En utilisant d'autres artisans qui vont venir les aider, mais qui ne vont pas être payés, ils vont juste venir pour donner de l'argent en fait. Donc j'ai besoin de ces 3-là, j'ai besoin de 3 pièces, et je décide que celui-ci va venir aider les autres, et donc va se retourner, va me faire une pièce temporaire que je dois utiliser. Je ne peux pas l'utiliser pour aller faire dans ma banque, aller mettre de l'argent, ça doit être des pièces qui sont utilisées pour une action maintenant, et donc j'ai mes 3 pièces pour utiliser ces 3 artisans-là, qui vont me permettre de faire mon action avec ceci, qui va pouvoir être fabriqué et passer dans la colonne à droite. Quand un artisan est utilisé, payé pour faire son action, il va se fatiguer et il va monter d'un étage et donc s'améliorer. Ben oui, il a appris des connaissances et donc il va pouvoir progresser comme ceci. Quand le dernier artisan passe ici et qu'il n'y a plus personne là, ce qui est indiqué là, s'il n'y a plus personne ici, alors on va faire l'action, on va monter tout ceci. Quand on monte un étage de la tour, on va gagner ce qui se trouve là. Ce qui se trouve là, c'est un artisan qui est réactivé et donc je peux réactiver l'artisan de mon choix ainsi, et je vais prendre la tuile. Il y a une petite flèche comme quoi il faut la tourner, la pivoter, je la pivote. Ici, si jamais elle arrivait encore en bas, il faudrait la détruire, il y a une petite croix, je gagnerai une avancée de bateau. Et alors je place cette tuile qui fait un étage supplémentaire, les étages sont numérotés sur la droite, il y a une valeur à côté. Et donc tout le monde va redescendre, en fait tout le monde ne redescend pas, simplement on voit le haut plutôt que de voir le bas, et on se retrouve ainsi avec mes nouveaux artisans qui sont placés comme ceci. Donc, quand il n'y a plus personne ici, je gagne le bonus qui se trouve en bas à droite. Je retourne souvent la tuile pour la mettre au-dessus et pour faire descendre, voire je la détruis parce qu'on est arrivé trop haut dans le jeu et qu'on progresse vers le haut de la tour. Mais revenons à notre fabrication. J'ai donc fait la valeur du dé demandé, j'ai donc payé pour les 3 ouvriers et les 3 artisans demandés et je vais pouvoir placer ceci vers là. Je veux aussi gagner ce qui se trouve en bas à gauche. Ce qui se trouve en bas à gauche, c'est le fameux bonus que le joueur avait placé. Ici, c'est mettre une influence dans la guilde de mon choix. Admettons que je la mette en noir. Ça, c'est gagné par celui qui fait la fabrication et celui qui était le propriétaire de l'invention. Si c'est la même personne comme ici, je ne le gagne pas 2 fois, je ne le gagne qu'une seule fois. Si un autre joueur avait été faire cette fabrication-là, eh bien, lui-même aurait gagné le bonus et moi, en tant qu'inventeur, j'aurais gagné aussi le bonus. Ensuite, cette plaquette-ci va aller là au-dessus. On va modifier la valeur vu que la création, la fabrication a déjà été faite, a déjà été payée. On a maintenant un nouveau coût qui va être le coût de l'édition. Il y a ici un petit marqueur à placer pour la personne qui a été faire cette fameuse fabrication. Admettons que ce soit moi. C'est tout ce qu'il y a à faire quand on fabrique. C'est repris ici. On va effectivement payer le coût tout au-dessus. On va placer un petit marqueur d'influence. On va toucher comme d'habitude ce qui se trouve tout en bas et on va bouger la plaquette de bas vers le haut. Si on a utilisé un dé noir ou plusieurs dés noirs lors de l'action, chaque dé noir qui va être utilisé va me permettre de récupérer un artisan qui va à nouveau être disponible. Quand j'ai fabriqué, j'ai donc l'effet un vide ici, eh bien je le remplis tout de suite, je mets un nouvel espace de travail. Il y a toujours 4 espaces ici, peut-être tous plein d'inventions, mais en tout cas il y a toujours 4 ici, et ici il y en a un maximum de 4 comme je l'ai déjà dit. Maintenant que j'ai expliqué la fabrication, je vais parler maintenant de l'édition. Je passe le test, j'y reviendrai plus tard. L'édition, c'est donc passer ici pour aller vers là. Et là-bas, il n'y a pas de limite, je peux en avoir autant que je veux. Les actions sont toujours les mêmes au niveau de l'idée. Je vais devoir payer ce qui se trouve ici, je vais gagner ce qui se trouve là-bas et je vais déplacer globalement ceci et je vais placer une influence là. Ici, j'ai donc besoin de 8 ou plus avec mes dés. Je vais devoir payer une pièce, soit au jour neutre parce que c'était la mise en place de départ, c'était le marqueur noir ici, soit au propriétaire. Si c'est moi, je ne me paye pas de pièce. Et ensuite, je vais devoir faire travailler le scribe ici en jaune et un des autres bonhommes de mon choix. Donc là-bas, j'ai besoin de celui-là et de celui-là. J'ai pas une balle, donc impossible pour moi de le faire, mais il m'aurait fallu payer 2 et payer 1, payer 3. Les 2 se retournent, les 2 avancent et on progresse comme ceci. Donc, si je voulais faire ceci, j'aurais dû avoir 8 pour payer pour lui, les 2 se retournent et avancent. C'est le principe global des artisans, ça ne change rien à ce niveau-là. C'est toujours 8 pour toutes les cartes, 8 ou plus, c'est toujours une pièce à payer,
à une personne spécifique, au joueur neutre ou à soi-même ou quelqu'un on l'évite, c'est toujours un scribe qu'il faudra retourner plus un autre de son choix. Donc ça c'est assez simple, il n'y a pas besoin de regarder pendant longtemps. Une fois que c'est fait, une fois que je peux le payer, admettons que j'aurais pu le payer, j'avais l'argent et donc celui-ci serait monté fatigué, celui-ci j'aurais décidé de le monter fatigué et hop, je me retrouve avec ceci qui devient là-bas. Je place une influence parce que je suis la personne qui a fait cette édition. Je gagne le bonus qui se trouve en bas à gauche. Ici, il n'y a plus rien à gagner pour le propriétaire de l'invention. Simplement, c'est placé dans cette zone-là. Et ça en est fini avec ce qu'il y a à faire là. C'est indiqué ici. C'est donc bien, on paye au-dessus, on gagne en dessous, on met un marqueur d'influence et on va simplement le faire glisser. Si j'ai utilisé des dés bleus, je vais gagner des éclaircissements. Je vais donc pouvoir bouger mes dés vers la lumière. Et ceci pour chaque dé que j'ai utilisé dans mon dromadaire. Alors, la dernière action qui est le test, c'est un petit peu plus spécial parce qu'il y a des choses qu'on oublie vite dans ces actions-ci. Ici, pour aller faire le test, il faut utiliser un dé de n'importe quelle couleur pour le dromadaire pour dire je vais faire un test. Alors déjà, c'est un truc qu'on oublie. Pourquoi? Parce que l'action du test, ça va être d'envoyer un dé sur une des cases qui se trouve ici de la même couleur pour gagner le bonus et faire avancer le bateau. Et donc on oublie ça, la valeur du dé n'a aucune importance, donc un petit dé suffit pour aller faire un test et je vais devoir utiliser un dé de couleur disponible. Je ne peux pas utiliser ni celui-là qui ne sont évidemment pas disponibles dans mon jeu. La valeur du dé de couleur n'a pas non plus d'importance, juste sa couleur est importante. Quand je vais utiliser mon dé, je vais le placer quelque part et je vais pouvoir progresser de 3 sur le bateau, de 1 sur le bateau, sauf qu'ici je gagnerai une influence noire et là-bas je n'en gagnerai pas. Donc je vais gagner des influences ou pas et je vais faire progresser mon bateau. Imaginons que j'avance ici, je mets une influence noire là-bas. Je vais faire progresser mon bateau de 1 et j'arrive sur la case ici. Alors, quand j'arrive sur une case, je vais toucher l'atelier qui va avec. Je prends l'atelier disponible et donc il n'y a plus d'atelier disponible ici. Parfois il y en a 2, parfois il n'y en a qu'un. Je le prends et je vais le placer quelque part dans mon plateau de jeu. Mon plateau de jeu a 3 lignes pour les ateliers, on verra les actions d'atelier après, et je choisis sur quelle ligne je veux le mettre, toujours vers la gauche. La différence, c'est que si je prends une des cases les plus à gauche par rapport aux constructions déjà existantes, donc ici il y en a déjà une, la plus à gauche c'est ceci ou c'est cela, ben ça ne me coûte rien, je le pose et on s'arrête là. Si par contre je décide d'augmenter un atelier qui n'est déjà pas celui qui est le plus à gauche, comme ici, eh bien alors je vais devoir payer par colonne sur laquelle j'aurais dû me mettre, mais que je ne m'y suis pas mis. Donc je me mets ici, j'aurais dû me mettre sur cette colonne-ci, ça me coûte une pièce. Si je gagnais plus tard encore un autre atelier et que je décidais de me mettre ici, ça m'aurait coûté 2 pièces, vu que j'aurais dû me mettre 1, 2 et seulement la 3e sur laquelle je me place. Donc j'ai 2 colonnes sur la gauche sur laquelle j'aurais dû être placé. Eh bien, je n'ai pas décidé de me mettre ni ici ni là-bas, donc je me mets plus loin, je paye 1, 2 et puis seulement je me place. Donc je vais avoir un coût qui est lié au nombre de cases de différence par rapport à l'endroit où je devais aller me placer. Évidemment, je gagne ce que j'écrase, qu'importe les icônes pour l'instant, l'idée elle est là. Donc je me déplace, je gagne des trucs, je les place dans mon atelier. Il faut savoir que quand je me déplace, je ne compte que les cases où il y a un atelier pour le déplacement. Si c'est vide ou si c'est rempli par une tuile plus tard, ça compte pour 0. Donc si celui-ci devait se déplacer de 3, il ferait 1, 2, 3 et il arriverait ici, il prendrait une tuile. Donc on passe, on avance, imaginons j'avance de 2, je me retrouve ainsi, je récupère cette tuile-là, le joueur l'utilise dans son atelier. Si le joueur rouge maintenant doit se déplacer de 2, il fera 1, 2 et il s'arrêtera ici. Donc ce n'est pas un saut de mouton sur le bateau, mais sur les cases qui n'ont pas d'atelier et donc il récupérera ici aussi un atelier. Il faut savoir aussi que si je devais me déplacer à nouveau le rouge de 3, il ferait 1, 2 et il s'arrêterait là. Dès qu'on passe dans une nouvelle zone, que ce soit ici ou là-bas, on s'arrête immédiatement, on fait l'action qui est indiquée, on ne prend pas la tuile, on fait l'action qui est indiquée, qui est ici de récupérer un dé blanc, et je le place dans la zone éclaircie et donc je le placerai ici. Ce n'est pas la bonne couleur de joueur, mais c'est l'idée qui est là. Et là-bas, je récupérerai tous les dés qui auraient été placés dans un atelier pour faire les actions et ils reviendraient dans la zone noire. Là-bas, c'est la zone noire qui est indiquée en dessous et je récupérerai tous mes dés. Là-bas, je récupérerai un ouvrier qui aurait été placé quelque part dans le jeu, je pourrais le ramener ici et je récupérerai un dé de la couleur que je veux qui irait dans la zone du soleil, la zone déterminée qui se trouve ici. Voilà, ça c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter le nombre de ces dés pour arriver à plus que les 11 de départ. Et ça c'est important.
À bien se rendre compte, on a toujours 11 dés et qu'on ne va jamais en avoir plus que ça, sauf qu'on est arrivé ici, on va avoir 12, c'est bon, on va avoir 13, mais globalement, de base, on en a toujours 11. Pourquoi? Parce qu'ici, je viens de gaspiller un dé qui est parti ici, ce dé-là, il ne viendra plus chez moi. Et on oublie de faire la petite action qui va avec, qui est que quand je fais l'action de test, je dois récupérer un dé blanc, et ce dé blanc, il vient dans la zone noire, qui va être placé dans mon jeu. Si je ne le fais pas, ben, j'aurai plus que 10 dés. Ce qui permet donc à tout moment de vérifier qu'on a bien le bon nombre de dés. Alors ici, comme j'ai fait des manipulations, je n'en ai plus le bon nombre, mais sinon on a bien 3, plus 4, ça fait bien mes 11 nécessaires. Là, j'avais déjà pris un dé tout à l'heure pour l'augmenter dans mon pot. Mais donc faites bien attention, quand vous placez des dés pour les tests, n'oubliez pas d'aller récupérer un dé supplémentaire. Si vous n'êtes plus sûr, comptez le nombre de dés, vous n'en avez pas 11, c'est que vous avez oublié d'en récupérer un. Prenez un dé, tant pis, vous les mettez là-bas, c'est à vous à bien suivre pour avoir tous vos dés à ce niveau-là. Donc ici, comme j'ai déjà dit, la case est vide, je ne pourrai plus utiliser pour mon dromadaire pour aller faire une nouvelle action. Et je vous ai expliqué toutes les actions qui étaient associées avec les inventions qui se trouvent ici. Viennent ensuite les actions ateliers. Les actions ateliers, toujours avec des dés disponibles, je dois aller faire une valeur, maintenant vous avez compris, un 7+, un 4+, un 1+, et éventuellement les autres valeurs qui sont indiquées ici. Donc pour aller faire mon action là, si je mets un 5, mais ça suffit, je ferai le 4+, ça me permettra d'avoir le bonus, une progression d'un artisan ou aller placer une influence dans un des minéraux. Puis j'ai aussi ceci. Ici, il me dit quoi? Il faut faire 1+ pour avoir droit à ce que le dé ou la somme des dés plutôt ici fait 3 de plus. Donc à la place de 5, en fait j'ai 8 vu que j'ai au moins 1. Donc ça augmente toutes mes valeurs de dés. J'aurais très bien pu partir avec un 2. Et plutôt que de commencer par cette action-là, je commence par celle-ci, ce qui veut dire que mon 2 fait 5, et donc du coup, comme j'ai 5, j'ai le 4+. Ici, c'est quelque chose qui me demande un dé noir. Il faut que dans la ligne, il y ait au moins un dé noir pour que ce soit valable. Là, je n'en ai pas. Si j'avais utilisé un dé noir, par exemple le dé tout seul ici, ça aurait suffi, vu que j'aurais pu activer ceci qui ne demandait pas de couleur et demandait au moins un 1, qui me faisait passer à 3. J'avais le 4 et j'avais un noir. Je pouvais activer les 3 tuiles ici dans l'ordre de mon choix. Si jamais une de mes tuiles me faisait gagner une nouvelle tuile qui se trouverait ici, eh bien systématiquement, je la placerais et si elle était en raccord avec les valeurs de dés, je pourrais l'utiliser immédiatement. Alors attention, si j'ai une valeur par exemple ici, hop, qui demanderait un 6+ noir, je ne dois pas avoir 6 au dé. Je dois avoir un total qui fait 6 ou plus. Par exemple, comme ceci, ce serait valable. Ben oui, parce que j'ai un +3. Donc mon 4 qui se trouve ici me permet d'avoir un 7 en tout, vu que j'ai au moins 1 sur le total. Donc j'ai 7 et j'ai au moins un noir. Je peux donc activer ceci et faire le bonus. Donc attention, ce n'est pas la valeur du dé noir qui est ici demandée, mais bien la somme qui se trouve ici doit faire au moins la valeur indiquée et il doit y avoir un noir dans cette zone-là pour que ce soit valable. Ah oui, un petit commentaire, quand j'ai un bateau qui arrive dans une zone comme ici, on révèle alors toutes les tuiles qui sont dans cette zone-là et on sait ce que l'on peut aller chercher à partir de ce moment-là. Voilà, pour les actions des ateliers de base, c'est très simple vu que vous avez déjà tout vu. C'est gagner une carte, c'est retourner un artisan, c'est gagner 2 pièces, c'est progresser, gagner une influence, progresser 2 fois dans les dés vers le soleil et faire un +1 sur un dé. Et puis tout le reste dépendra de votre gestion et de vos ateliers que vous allez chercher au fur et à mesure du jeu. Voilà, j'ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire au niveau des dés sur mon plateau de jeu. Passons donc aux ouvriers. Les ouvriers vont donc aller ici. Les deux zones ici n'ont pas de limite du nombre d'ouvriers, ils n'ont pas d'ailleurs de coût pour aller se placer. Je me place là-bas, je gagne une carte, je retourne un artisan, je gagne un +1 sur un de mes dés disponible ici. Je fais 2 progressions et je fais un +1. Les coûts qui sont ici et là-bas, dès qu'il y a un ouvrier qui est placé, plus personne ne peut y aller. Ils ont tous un coût en influence de minaret. Les 3 ici ont tous un coût de une influence de chaque minaret. Si vous n'avez pas, évidemment, vous ne pouvez pas faire l'action. Et je vais avoir une progression du bateau, gagner une pièce, activer tous mes artisans en une seule fois. Donc ça peut être très intéressant en allant jouer ici et en perdant une influence dans chaque minaret. Mais en un seul coup, je pourrais réactiver tous mes artisans de mon plateau qui redeviendraient alors disponibles plutôt que de devoir le faire à la pièce. Et là-bas, je vais alors récupérer le chameau loué. C'est un chameau qu'on va avoir temporairement pour une manche qui me donnerait alors plus d'espace pour renvoyer des dés et refaire des actions d'invention dans mon jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui va être rendu à chaque manche. Donc on va la voir, si on va faire cette action-ci, on va la voir aussi autrement, on en parlera après. Et puis tout ici, à chaque fois, on va devoir payer avec la couleur indiquée 2, 1,
avec éventuellement une pièce à payer en plus. Ici, il faut payer un artisan. Et là, attention, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'il faut payer un artisan pour aller ici. Il faut évidemment avoir une influence bleue, ce que je n'ai pas ici. Mais quand je paye un artisan, je paye le coût parce qu'il travaille. Et donc, s'il travaille et que je paye le coût, il va retourner, il va passer à l'étage au-dessus et potentiellement vider quelque chose qui va faire tourner à ce niveau-ci. Donc, attention ici, n'oubliez pas que ça a un coût, c'est pas juste retourner et il ne fait rien, c'est je le fais travailler, je le paye et il progresse en même temps. Et parfois, c'est intéressant de le faire progresser parce qu'on va essayer de monter dans la tour pour gagner des points de victoire de fin de jeu. Alors, dans les actions qu'on va faire ici, c'est systématiquement le même type d'idée. Soit je vais faire une recherche et ça va être lié avec mon bateau, j'arrive. Soit je vais récupérer un dé et quelque chose d'autre, donc un dé bleu et 2 progressions, un dé orange et 3 cartes, un dé noir. Activer la production selon où se trouve mon symbole de royalties, donc je vais toucher ce qui se trouve indiqué ici, plus une pièce. Ce sont les idées qu'on va faire ici. Quand je gagne un dé, imaginons que je gagne un dé noir parce que je serai allé ici, je retirerai une influence là-bas, je dois défausser une de mes cartes qui se trouve ici, hop, je défausse celle-là. Et alors je peux gagner un dé noir, je vais produire à hauteur de ici, donc je vais produire, imaginons je vais monter ceci, je le jette, il fait un 4, je gagne 2 pièces, ça tombe bien, j'ai plus d'argent, me voilà avec 2 pièces. Ce dé ici, il va arriver où? Il va arriver dans mon étude. Vous avez l'icône ici du livre ouvert. Le livre ouvert, c'est l'étude, ça se trouve là. Quand il arrive dans l'étude, c'est toujours au premier niveau et à chaque fois, c'est indiqué, vous devez détruire un dé. Alors, on va de base détruire un dé blanc qui n'est pas encore utilisé. Donc ici, je vais utiliser un dé blanc qui est encore dans la zone sombre. Je ne sais pas, il faut vraiment faire quelque chose tant qu'il ne montait pas. Ceci est nouveau pour avoir toujours mon équilibre de 11 dés sur mon plateau de jeu. Je ne sais pas si j'ai changé quelque chose dans mes manipulations. J'espère que je suis toujours à 11. Ah non, je vois que je suis à 12, donc je retire encore un. Je suppose que j'en ai rajouté un dans mes diverses manipulations. Donc, je place ici, je retire un dé, je suis toujours à mes 11, 12 ou 13 pour vérifier toujours ma gestion de dés. Si jamais je gagnais un dé noir et que je ne sache pas le mettre parce qu'il y a déjà quelqu'un, alors il est indiqué, il vient dans l'ombre et je dois quand même me débarrasser d'un dé. C'est l'information qui se trouve ici. Donc si je ne sais pas le mettre là, il vient en dessous et je me débarrasse quand même d'un dé. Si jamais je n'avais plus de dés ici, ben je retirerai un dé qui se trouve là-bas. Si jamais j'avais plus de dés comme ceci, eh bien je retirerai un des dés qui existe là-bas. Et si jamais je n'avais plus de dés du tout, quand je viens placer ce dé ici, eh bien je vais devoir retirer ce dé-ci. Parce que je ne peux pas faire un +1 sans faire un -1 et je ne peux pas enlever les dés qui sont déjà placés ici. Donc je ne peux utiliser que des dés qui sont dans cette zone-ci pour les retirer. Ça parfois c'est un petit peu désagréable, donc il faut vraiment faire attention. Voilà pour la récupération de dés. La deuxième action qui se trouve là-bas, c'est l'action de recherche. Donc je vais faire ceci ou cela. L'action de recherche, eh bien, ça va dépendre des cases qui sont vides ici et de la zone dans laquelle je suis. Quand je fais une action de recherche en tant que joueur bleu, je peux faire une action de recherche seulement pour aller rechercher ici. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de son bateau ou plus à gauche. Donc là, c'était disponible. Alors comment ça se passe? Je vais prendre les 3 premières tuiles disponibles ici, je vais les regarder et je vais choisir laquelle des 3 je désire réaliser. Donc, ces tuiles-là, dans cette première partie ici, sont des pouvoirs continus. Quand je fais telle action, je vais récupérer un bonus spécifique. Là, quand je placerai une tuile de recherche, je toucherai un sou. Quand je récupérerai un dé orange, je récupérerai un artisan plus un sou. Quand je ferai une action dromadaire, la valeur des dés totale sera à +2. Je choisis celle qui me plaît. Imaginons que je décide de prendre la orange ici. Je la place là. Les 2 autres vont en dessous. Et je vais placer un marqueur d'influence ici, sur cette case-là, pour dire, ben voilà, moi je suis propriétaire et à la fin du jeu, j'aurai 3 points de victoire. Là c'est 3, là ce sera 2, là ce sera 1. Les tuiles qui sont ici me permettent de faire des actions, des bonus d'actions quand je me repose avec ma tante, tandis qu'ici c'est un éclair. Immédiatement, quand je serai ici, je vais pouvoir faire une action immédiate quand je pose la tuile et puis ce sera tout. Si jaune décidait de faire l'action, il pourrait lui aussi aller ici, il faut que c'est la plus à gauche de sa zone, et aller vérifier quelque chose. Mais il peut se dire, tiens, mais ça m'intéresse plus qu'un autre. Et alors, il pourrait simplement, avec une action de recherche, rajouter un marqueur là-bas qui ne lui vaudrait que 1 point de victoire, soit, mais qui lui donnerait accès à ce pouvoir-ci. Sinon,
Si moi, bleu, je désire à nouveau de faire une action de recherche, il n'y a plus qu'une case de disponible, mais elle est devant mon bateau, eh bien, pour aller placer une nouvelle recherche là-bas ou pour aller mettre un marqueur d'influence sur une recherche que quelqu'un d'autre aurait fait, je vais devoir payer une pièce par case supplémentaire sur laquelle je dois aller. Donc si je devais aller faire une recherche ici, je devrais payer 2 pièces. Rouge, qui se trouve là, va avoir uniquement cette case-ci disponible. Mais si quelque chose était ouvert par ici, par un 4e joueur quelconque, il aura alors le choix pour aller dans celle-ci qui est derrière lui ou celle qui est devant lui parce qu'il est dans la zone associée. Le jaune ne pourrait pas venir ici parce qu'il n'est pas dans la zone associée. Voilà pour la recherche et pour mes ouvriers. Je vais donc expliquer toutes les actions normales du jeu. On va arriver à l'action de la tente. La tente, c'est très simple. Quand je place ma tente quelque part, je vais la mettre où je veux, sur une des cases associées. Je vais faire l'action qui va avec. Par exemple ici, hop, je me mets là. Je touche les royalties qui montent de 1. Je passe la zone ici. Ça me permet de faire monter mon rouge de 1. Je libère la zone là-bas. Donc, je vais toucher le bonus en bas à droite qui est de gagner un dé. Je décide de gagner un dé orange. Je le mets là. Je retire un dé existant de la zone. Je retourne ceci. Je monte mon escalier et je retrouve mes nouvelles valeurs qui sont comme ceci. Tout le monde est redescendu un petit peu. Et j'ai droit à une progression. Je fais monter mon dé noir de 1. Le voilà, il est disponible ainsi. Donc ça, c'est ce que je vais faire quand je place ma tente. Si jamais j'avais des actions comme ceci, qui étaient placées là aussi, en plaçant ma tente, j'aurais eu aussi un bonus de 2. Et donc, j'aurais su que c'était moi parce qu'il y avait un marqueur comme ceci. Ce n'est pas possible dans la configuration de mon bateau, mais vous avez compris le principe. Quand je place ma tente, je gagne le bonus aussi qui aurait été placé ici, si j'en étais un des utilisateurs, pas nécessairement le propriétaire. Donc vous voyez que c'est 2 points et 1 point ici, et ce sera 1 point et 1 point là-bas. Petit commentaire avec les bateaux, c'est que quand j'avance, que j'ai 2 tuiles, je prends toujours celle du dessus. Quand j'arrive au fond, je prends soit celle du dessus ici, soit une autre visible à sa gauche, ou alors je prends 2 pièces. Et à chaque fois que j'avancerai avec les bateaux et que j'étais déjà au fond, je ferai cette nouvelle action entre la pile ici, à gauche, ou 2 pièces. Lorsque je place ma tente, il y a un autre truc à regarder, c'est est-ce que j'avais encore des actions que je n'ai pas utilisées? Est-ce que j'ai encore des bonhommes, des ouvriers que je n'avais pas utilisés? Est-ce que j'avais encore des dromadaires que je n'ai pas utilisés quand j'ai passé? Parce que pour chaque ouvrier ou dromadaire que je n'ai pas utilisé, je peux réactiver un artisan et faire progresser un de mes dés. Donc si vous arrêtez plus tôt et que vous aviez encore des actions, parce que vous visiez absolument une case ici d'action spécifique, eh bien c'est intéressant que vous récupériez malgré tout quelque chose. D'autant plus que quand vous arrêtez, c'est pas fini. Parce que si les autres jouent encore, à chaque fois que ça revient à votre tour, vous allez avoir accès à une de ces 4 petites actions ici. Très simple. Faire progresser un dé, récupérer un artisan ou jouer encore dans les ateliers. Je peux renvoyer quelque chose ici, un 5, et faire l'action de l'atelier qui se trouve ici. Ça, c'est possible. Et dans l'autre sens, je peux fatiguer un artisan en payant son coût, toujours en payant son coût. Si je paye son coût, je le progresse. Et je récupère alors un ou plusieurs dés d'un de mes ateliers qui reviennent dans la zone noire, comme indiqué ici. Donc, même en ayant arrêté, parfois ça permet de refaire des actions, ne serait-ce que pour les artisans en fait, pour les faire progresser, parce que les autres, vous avez vu qu'ils vont encore jouer 3-4 fois, parce qu'ils ont beaucoup de trucs. Ok, je m'arrête, moi j'ai plus beaucoup de dés, je suis embêté. Ben, je vais faire mes actions ateliers parce que je peux encore les faire et puis je vais continuer à payer mes artisans pour les ramener. Et ça permettrait éventuellement de faire 2 ou 3 fois une action atelier qui est beaucoup plus forte pour vous parce que vous ramenez vos dés, vous libérez, puis vous renvoyez des nouveaux dés pour les placer dedans. Quand tous les joueurs auront placé leur tente, par exemple comme ceci, on va alors s'arrêter. Donc le dernier joueur qui place sa tente fait qu'on arrête la manche. Il n'y a pas quelqu'un qui joue encore après, on ne termine pas un tour ou un truc ainsi. On va simplement alors récupérer les ouvriers qu'on aurait joués sur le plateau de jeu. Les dés qui nous restent ici vont tous progresser, en commençant par les plus hauts et ceux qui sont dans l'étude. Donc ceux-ci vont progresser de 1. Ceux-ci vont rentrer dans le jeu parce qu'ils n'y étaient pas encore. Et ici, j'ai le choix. Soit je progresse, par exemple là-bas, je gagne une pièce. Soit je progresse, je gagne le bonus, ou je rentre dans le jeu. Et voilà, je suis rentré dans le jeu. Donc je progresse dans ce sens-là, dans ce sens-là. En tout cas, c'est une progression. Ensuite, tous les dés qui sont ici, eh bien, vont revenir dans la partie sombre.
Et donc je libère mon plateau. Parfois il y a des conditions spécifiques qui permettent avec un symbole de repos de dire que le dé ou les dés qui sont ici vont revenir directement dans une zone disponible. Il y a des tuiles ateliers qui permettent de récupérer ainsi directement les dés, ou même des tuiles ateliers qui vont permettre de récupérer les dés qui se trouvent ici, qui sont de couleur par exemple. Quand c'est fait, on va faire progresser les tentes vers le haut. Ici, le jaune va gagner le bonus. C'est le premier qui va arriver ici dans chaque zone va gagner un bonus. Le bonus ici, c'est d'aller placer une influence donc en jaune. Là, une influence en noir. Et celui-ci, il va gagner l'ouvrier noir qu'il va pouvoir utiliser pour toute la manche et donc va utiliser un ouvrier de plus pour aller jouer ici. Il le rendra au début de la manche suivante, ça reviendra ici. Celui-ci, il gagnerait le dromadaire loué. Donc pour cette manche-là, il aurait une case supplémentaire pour envoyer ses personnages. Et ici en bleu comme personne n'est allé, à la manche suivante, si quelqu'un allait placer son marqueur, par exemple sur moi, là-bas, que l'autre il serait ici et le rouge, hop, déciderait d'aller là, par exemple. Comme on a la manche suivante, comme c'est toujours disponible, je vais alors gagner à la fin de la manche suivante un marqueur d'influence là-bas, tandis que lui va aller ici, il n'y a plus de marqueur d'influence, il a déjà été pris par un des joueurs, et ça s'imiterait à ça, et donc le rouge monterait là-bas. Voilà. Là on est à la fin de la deuxième manche, et on voit que à la fin de la deuxième manche, à 4 joueurs, ou à la fin de la première manche, à 3 joueurs, donc ici, mise en place 3 joueurs, j'aurais dû avoir ce marqueur-ci dès la fin de la première manche. J'aurais eu alors le petit plus ici qui se libérerait, ce qui veut dire que j'aurai, à partir de la fin de la première manche, à 3 joueurs, un dromadaire supplémentaire. À partir de la fin de la deuxième manche, à 4 joueurs, un dromadaire supplémentaire. À la fin de la troisième manche, j'aurai alors accès au bonhomme, au troisième ouvrier qui se trouve ici. Et à la fin de la quatrième manche, je ne peux plus rien vu que c'est la fin du jeu. Donc on ne va pas aller plus loin. Donc on a systématiquement un bonhomme à récupérer en fin de troisième manche et un emplacement supplémentaire pour les dromadaires en première ou en fin de deuxième manche, selon le nombre de joueurs que l'on est. Et donc une fois qu'on a fini la fin de manche, on va recommencer un tour. On va récupérer les productions, donc le petit soleil de chaque endroit où on se trouve, ici, le petit bonus là-bas. Donc comme j'ai progressé, vous voyez que l'argent est plus intéressant au fur et à mesure qu'on monte dans la tour. Alors, le premier joueur va être le joueur qui est le plus à gauche lors de cette manche-ci. Donc à la deuxième manche, c'était bleu qui était mis le plus à gauche. Ce n'est pas celui qui est le plus à gauche dans le stockage, mais c'est quand on s'arrête. À la première manche, c'était jaune. À la deuxième manche que j'ai expliqué ici, c'était bleu. Et on va regarder ce petit marqueur-ci, c'est le marqueur premier joueur. Le troisième et le quatrième joueur dans le nouvel ordre du tour, lors de la phase du lever soleil, récupèrent une carte supplémentaire. Comme ils ont un mauvais positionnement, il y a une petite compensation qui est le fait de gagner une carte supplémentaire. Un petit truc que j'ai oublié, j'aimerais revenir dessus. Je vous ai dit qu'on pouvait défausser une carte afin de faire une action libre, donc de récupérer une ressource indiquée ici, donc réactiver un artisan, progresser, gagner un +1 quelque part. On peut retourner un artisan pour avoir une pièce afin de l'utiliser pour faire une action. J'ai oublié de vous dire, on peut aussi défausser 2 cartes, ce qui vont me permettre soit de retourner un artisan, soit de faire progresser un dé. Voilà, ainsi vous êtes complet et je n'oublie pas quelque chose en chemin. Et enfin, vous êtes aussi limité à 8 cartes en main. Donc attention, si vous arrivez au 8, en fait, vous allez défausser, gagner des bonus, retourner des artisans. Mais bon, 8 cartes en main, c'est quand même beaucoup. Voilà, on va faire ça ainsi jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à ce qu'on ait placé la dernière tente. Auquel cas, on s'arrête et on va faire le scoring final. Le scoring final, vous avez une petite fiche avec ça. Vous avez aussi sur BG Stats la possibilité de le remplir parce que la fiche est déjà préparée. Et sinon, on a l'habitude avec les jeux de Garfield Games qu'il y a une petite application que vous pouvez télécharger avec tous ces jeux. Et dedans, vous indiquez le scoring au fur et à mesure du temps. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser un papier et un crayon pour le faire. Il y a un calepin qui permet de se rappeler de différentes étapes disponibles. Donc, vous voyez comme vous préférez travailler. Toujours est-il, qu'allons-nous scorer? La première chose, on va scorer ici nos influences dans les minarets. Celui qui a le plus va gagner la première valeur et puis le deuxième gagnera la deuxième valeur. Ici, c'est bleu qui gagne 4 points de victoire et entre rouge et jaune qui ont chacun une influence qui gagne, en cas d'égalité, c'est la position du bateau qui va casser cette égalité. Donc si c'est rouge qui est plus loin, c'est lui qui gagne. Si les deux étaient au même endroit, c'est le premier arrivé qui gagne aussi l'égalité. Donc systématiquement, on va les placer du coup couchés plutôt que debout pour qu'on voit bien qui était premier arrivé et qui était second arrivé. Sauf que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que en plus des valeurs qui se trouvent ici, qu'on va calculer ici, on va calculer les tentes qui se trouvent là.
Les tentes qui se trouvent ici donnent chacune un +2 au niveau des majorités pour le minerai bleu, pour le minerai orange, pour le minerai noir. Ça ne change rien pour le minerai bleu, vu que j'étais déjà premier avec le bleu +2, donc je n'avais pas 2 mais j'avais 4 contre 1 et 1. Pour le minerai jaune, par contre, ça change tout parce qu'ici c'était 2-2. Ça aurait été rouge qui était devant parce qu'il était premier. Sauf que jaune a placé 2 tentes et en fait, c'est pas 2-2, c'est 6 contre 2. Et donc, c'est bien jaune qui va toucher. Là-bas, on se trouvait aussi 2-2 avec un bleu qui était derrière, mais bleu a une tente. Et donc, c'est 4-2 et c'est le bleu qui va toucher 6 points et le jaune qui va toucher 3 points. Voilà pour la première partie que sont les majorités sur les minerais. On va ensuite avoir les points de victoire associés à notre progression sur les royalties. Vous voyez, 1, 2, 4, 6. Donc ici, on n'est pas vraiment sur une partie normale, donc on aurait des points là-dessus. On va avoir les points de victoire associés à nos personnages artisans qui sont progressés dans la tour. Vous voyez, à partir de l'étage 5, on a un point de victoire et ça augmente de 1 par étage. Bon, vous voyez ici, ce n'est pas une partie réelle, il y a un point de victoire pour le jaune qui se trouve ici. Les autres ne sont pas assez hauts, mais on aurait dû avoir des points de victoire pour chacun qui était progressé là. On a les points de victoire des ateliers que vous avez construits ici qui ont des points de victoire facialement, donc ici 2 points. On a les points de victoire de ce qu'on a récupéré ici. Et donc si j'ai libéré ces 2 zones-ci, ça me fait 3 points de victoire. Et puis on en vient aux points de victoire qui se trouvent ici sur le plateau, sur le développement, qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre. La première chose, c'est ceci. Quand on est le fabricant ici, eh bien on va avoir un point de victoire par dé qui sont présents. Bon, j'ai pas de joueurs ici qui l'ont fait, mais par exemple, le joueur neutre ici aurait un point de victoire parce qu'il y a un dé. C'est tout ce qu'on gagne. On est fabricant, c'est un point de victoire par dé de tests qui ont été présents. Alors ici, c'est plus ou moins la même chose. Imaginons que j'ai aidé à éditer ceci et on se trouve comme ça. Ici, si on est le fabricant et que c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'édition, on va avoir 3 points de victoire en tant que fabricant. Et celui qui est l'éditeur, il va avoir un point de victoire par dé. Donc là, ce serait 3 points de victoire pour le noir qui n'existe pas et 1 point de victoire pour le bleu. Si par contre, on est à la fois le fabricant et l'éditeur, fabricant et éditeur, c'est 1 point de victoire au lieu de 3 du fabricant, c'est 1 point de victoire plus 1 point de victoire par dé. Donc là-bas, ça fait 0. Ce qui veut dire que ceci, alors que j'ai fait les 2 actions, ben, je n'ai qu'un point de victoire. Si c'était moi qui avais fait le fabricant et quelqu'un d'autre qui avait fait l'édition, j'aurais 3 points de victoire en tant que fabricant et l'autre aurait juste 0. Parce qu'en fait, le reste, il faut qu'il y ait des dés. Ce qui veut dire que quand vous allez commencer à jouer et que vous allez placer en tant que fabricant et ou en tant qu'éditeur une invention, vous avez tout intérêt à aller taper des dés dessus parce que les dés dessus, outre le fait de vous faire avancer, d'augmenter vos ateliers, va vous donner des points de victoire. Et ça, c'est un truc à bien réfléchir. Vous avez ensuite un truc qui est un petit peu plus compliqué à voir et à suivre, surtout dans la première partie, qui sont les objectifs. Ici, vous avez le vert vaut 2 points et le bleu vaut 4 points. Vert et bleu, c'est quoi? C'est ceci. Ça, c'est un objectif. Il faut ici avoir des dés bleus. Si j'en ai au moins 4, j'ai 2 points de victoire. Si j'en ai au moins 6, j'ai 6 points de victoire. Qu'est-ce qu'il y a ça? Celui qui est le fabricant. Ici, c'est le fabricant va avoir 2 ou 4 points pour peu qu'il ait atteint l'objectif. Là, ce serait d'avoir dans son plateau de jeu des ateliers avec une demande de bleu. Là, j'ai un atelier avec une demande de noir et un deuxième une demande de noir, donc j'ai 0 là-dessus. Si j'en avais 2 en tant que joueur ici, j'aurais eu 2 points de victoire. J'en aurais eu 4, j'aurais eu 4 points de victoire. Là, même principe, il faut avoir un des bleus, un des noirs. Un des bleus, un des noirs, j'en ai que ça une fois, donc j'ai même pas de point de victoire avec ceci. Si j'avais eu 4 dés bleus, 4 dés noirs pour répondre à la demande ici, en tant que fabricant, j'aurais eu 4 points de victoire et en tant qu'éditeur, j'aurais eu 4 points de victoire. Et donc, c'est là qui est assez intéressant. C'est que si vous êtes fabricant et éditeur, outre le fait qu'il faut mettre des dés ici pour aller gagner des points de victoire, c'est que vous avez intérêt à réussir cet objectif-là et le réussir 2 fois pour avoir 8 points. Parce que si vous êtes un petit peu partout, vous allez peut-être gratter 2 points à gauche, 2 points à droite, 4 points quelque part. Mais au final, vous allez devoir disperser votre énergie pour aller faire des objectifs. Si vous êtes à un seul endroit, vous savez que cet objectif-là, vous devez le faire d'une manière ou d'une autre. Vous devez chercher des noirs et des bleus et les avoir en suffisance pour avoir 8 points de victoire. Vous arrivez à viser 2 tuiles fabricant, éditeur, avec objectif à 4, ça fait déjà 16 points de victoire, c'est beaucoup comme différentiel et il y a moyen d'arriver à du 20, 22 dans une partie normale. Donc on peut réussir à faire plus de 20 points de victoire en focalisant bien sur des endroits ainsi. On peut être juste une seule fois, mais si vous avez réussi à atteindre le 4, ben c'est bien. Donc avoir des 4 points à gauche, à droite et surtout avoir 1 ou 2, 8 points, ça c'est vraiment important dans le jeu. C'est pas facile la première partie parce que déjà tellement de choses à garder, à penser, à voir comment vous allez gérer, qu'en plus regardez
quelle carte vous allez placer, parce que c'est peut-être une carte que vous avez mis en jeu en disant celle-ci elle m'intéresse. Là il faudrait que l'artisan bougie soit au niveau 6 ou au niveau 9 pour aller marquer des points de victoire. Si vous savez que vous devez progresser assez vite, parce que vous êtes fabricant et éditeur, mais vous allez tout faire pour progresser ce petit bonhomme-là qui va avancer ainsi au fur et à mesure, faire vos 4 points, vos 8 points de victoire avec les deux. Voilà, ça c'est vraiment un truc à regarder, c'est un gros pourvoyeur de points de victoire parce qu'on va faire une bonne partie au-dessus des 70, donc 72, 76, un truc ainsi. Ça va être très bien. Si vous arrivez à faire 20 points là-dessus, ça fait déjà une grosse partie du chemin qui est fait grâce à cela. Reste enfin le petit scoring, c'est-à-dire pour 4 pièces et ou cartes. Donc ici j'ai 3 pièces plus une carte, ça fait 4, ça fait 1 point de victoire supplémentaire. Et ça se limitera à ça. En cas d'égalité, ce sera celui qui sera le plus loin sur le bateau qui l'emportera. Mais voilà tout ce qu'il y a à savoir au niveau du jeu. Vous avez ici le jeu complet brossé avec les explications. Voilà, vous avez tout vu au niveau des règles. Maintenant, que en penser? C'est le plus expert au niveau de la gamme du Sud. C'était autant Voyageur était un grand bac à sable, on faisait un petit peu tout. C'était un petit peu plus serré et plus de blocage dans Érudit. Celui-ci, c'est vraiment le plus expert avec malgré tout de l'interaction, beaucoup de choses par rapport aux autres joueurs, du tempo. Des moments où on veut absolument faire monter ceci, qu'on veut être le fabricant de quelque chose, parce qu'on vise peut-être aussi l'éditeur pour avoir les points de victoire. Comme j'ai dit, c'est très important d'avoir les deux marqueurs d'influence. C'est plein de choses du coup à réfléchir sur les objectifs de fin, c'est des choses à réfléchir par rapport aux cartes que l'on a en main. Alors soit on a trop de cartes, soit on n'en a pas assez, ça dépend un petit peu de beaucoup des ateliers qu'on va récupérer, de comment on va jouer dans son jeu. Il n'y a pas une manière de faire. J'ai fait des parties où il y avait très peu d'ateliers pour le vainqueur et d'autres où c'était pratiquement rempli. Il y a moyen d'avoir des cartes et des tuiles qui vont me permettre d'avoir des ateliers plus facilement, comme celle-ci qui me permettrait d'avoir des ateliers quand je joue l'action de la ligne ici avec un 11+, de récupérer selon mon bateau un atelier qui se trouve à gauche ou à l'endroit de mon bateau. Donc je vais avoir plus facile d'augmenter mes ateliers. Si j'augmente mes ateliers, je fais plus d'actions quand j'utilise mes dés, mais j'ai peut-être aussi plus de demandes, de prérequis. Il faut faire un 11, il faut faire un 10. C'est plus compliqué que de faire un 1 par exemple. Donc il y a beaucoup de variabilité à ce niveau-là. Il y a des points de victoire à faire ici, c'est important d'y penser. Les blocages, quand tout est rempli ici, que toutes les inventions sont mises, il y a une carte partout, eh bien vous aviez prévu d'en faire une, vous ne savez pas en faire tant qu'on n'avance pas. Si ici c'est rempli aussi, tant que quelqu'un n'édite pas, il n'y a personne qui sait avancer ici, il n'y a personne qui sait avancer là-bas. Donc ça, ce sont les petits blocages qu'on peut retrouver qui pourraient peut-être être gênants, un petit peu comme dans Érudit, on avait ça parfois. Si votre action intéressante, c'est pas d'éditer, mais c'était de placer une carte ou de faire progresser une carte vers la fabrication. Donc il va falloir parfois temporiser, faire autre chose, voir si les gens vont déplacer des trucs, être le fabricant et donner l'édition à un autre joueur, ces 3 points de victoire, c'est pas nécessairement mal. Placer ces cartes, c'est très important. Pouvoir placer des cartes ici, c'est quand même des petits bonus qu'on va avoir, des bonus qu'on va avoir ici et des points de victoire. Donc c'est des choses à faire. Et mon avis, c'est qu'au niveau du début du jeu, il y a 2 choses à vraiment faire. C'est faire avancer son bateau pour gagner un atelier intéressant, visible le plus vite possible et bien le positionner. Souvent payer pour avoir une ligne, même si ça coûte plus cher, plutôt que de le mettre à gauche, à droite, parce que ça nécessite plus d'action de dés pour aller dessus. Allez assez vite placer une carte ici, voire 2, pour savoir ce qu'on va essayer de viser comme objectif. Parce que souvent, chacun place une carte et vise sa carte pour être fabriquée et vise sa carte pour être éditée. Et ne pas manquer des opportunités. Vous avez quelqu'un qui a placé une carte qui va aller faire 8 points de victoire, mais en fait, le 4 points de victoire est atteignable pour vous. Ne lui laissez pas aller lui prendre, ça lui fera 4 points, ça vous fera 4 points, c'est quand même très intéressant. Ça, c'est vraiment un truc à suivre dans le jeu, mais peut-être pas à votre première partie. Idem, le fait d'aller placer des dés pour faire avancer le bateau, faites-le sur des zones sur lesquelles vous allez être l'éditeur les 3 quarts du temps, vu que c'est l'éditeur qui va toucher, et ainsi pouvoir profiter des points qui sont associés ou déplacés. Et quand vous éditez quelque chose, s'il y a déjà un truc qui a déjà 2 dés dessus, éditez plutôt celui-là qu'un autre si jamais c'est équivalent pour vous, vu que le coût d'édition est toujours le même, c'est toujours 8, une pièce, le scribe et un autre artisan au choix. Voilà, ça ce sont les quelques petits conseils que je peux vous donner à ce niveau-là. L'argent, toujours très serré en argent, n'oubliez pas qu'on peut retourner un personnage pour récupérer son argent. Attention, on ne peut pas retourner un artisan, récupérer la pièce, de nouveau on ne peut pas le stocker, hein, pour faire une action, le réactiver et le retourner une deuxième fois pour faire la même action. Donc un artisan ne peut pas servir à payer 2 fois la même action, mais sinon, voilà, ça fait un bel appoint et vous ne pouvez le faire que si vous n'avez plus de sous.
c'est vraiment d'abord les sous et puis seulement on fera tourner les artisans pour le faire. On n'économise pas les sous grâce aux artisans. Voilà donc un beau grand jeu expert de Shem Phillips. Une fois de plus, on se demande comment il fait pour en faire autant en si peu de temps. C'est assez incroyable. C'est le dernier du Sud, donc on va avoir la trilogie de l'Est et puis je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, ils vont nous trouver des autres points cardinaux ou vont partir sur autre chose, mais en tout cas on va avoir la trilogie de l'Est qui va arriver après. Pour le Sud, c'est largement le plus complexe et le plus expert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, à vous de jouer. Bon jeu!